Bonjour. Merci d'être notre invité politique. Vous êtes président de la région. Je vois qu'à Orléans, on est bavard. À Orléans, on parle beaucoup, exactement. Président de la région Normandie, président des centristes. Et on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Ariane, bonjour Hervé Morin. Bonjour. On va parler de l'actualité avant de parler des élections législatives. Hervé Morin, et d'abord, la police tue. C'est ce qu'a tweeté Jean-Luc Mélenchon après un contrôle de police à l'issue duquel la passagère du véhicule a été tuée par des tirs policiers. Est-ce que vous êtes d'accord avec Elisabeth Borne qui juge ces propos très choquants? Mélenchon, c'est l'outrance, c'est la haine incarnée. C'est la fragmentation à l'infini du pays et c'est l'effondrement économique et social du pays. On évoquait ça avant de rentrer dans le studio. Penser que le Parti socialiste puisse avoir vendu son âme au point de s'associer à Mélenchon. Quand on regarde son projet, il faut juste se dire, mais tout ça est absolument surréaliste. Je prends un seul exemple. Il est pour l'effacement de la dette. Mais la dette, vous l'effacez comment ? Vous l'effacez en disant à la Banque Centrale Européenne, qui détient l'essentiel de la dette française, oh, peut-être terminé, il n'y a plus de dette. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sort de l'euro, qu'on crée sa monnaie ? Et vous pensez qu'il y a des gens qui vont prêter à la France si la France dit « je n'honore pas ma dette », ça veut dire qu'en vérité, ce que propose Mélenchon, c'est l'Amérique latine, le Chili, l'Argentine, c'est-à-dire les plus pauvres qui seraient frappés, parce que les plus riches, ils se débrouillent toujours dans ce genre de cas de figure. Les plus pauvres qui seraient frappés. Tout est ainsi, quoi. Et donc, quand il dit il faut travailler moins pour donner plus de travail, mais le problème, c'est pas le plus de travail. Le problème, c'est de trouver des Françaises et des Français capables de travailler dans les services publics, de travailler dans le secteur privé. Il n'y a pas un secteur dans lequel il n'y a pas une pénurie massive de main-d'œuvre. La question, c'est le retour à l'emploi. C'est pas la division du travail et la réduction du travail. Donc, tout est n'importe quoi. Voilà. Là, en sous-texte, il dit qu'il y a un problème de maintien de l'ordre en France. Vous ne partagez pas son point de vue ? Non, mais vous ne pouvez pas revendiquer, comme il le dit, d'être le Premier ministre, qu'il ne sera pas, aucun doute, ils seront pas, les Français sont... Même si la NUPES arrivait, était majoritaire à l'Assemblée, ils ne le seraient pas ? Ils ne seront pas majoritaires, bon, il n'y a aucun doute là-dessus, je dirais, l'écart est beaucoup trop grand. Mais pour vous, avec ces propos, il est disqualifié de toute façon pour le poste de Premier ministre ? Imaginez, comment pouvez-vous être à la tête du pays, en quelque sorte, ce serait une cohabitation. Et donc l'article 20 de la Constitution retrouverait tout son sens. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Bien. Et le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Comment pouvez-vous être le Premier ministre de la France quand vous discréditez ceux qui sont chargés de faire respecter la loi ? Comment ? Après, chaque cas mérite une analyse judiciaire, une information judiciaire qui est ouverte, il y a une enquête, s'il doit y avoir des sanctions, il doit y avoir des sanctions. Mais prenons les choses dans ce sens. Commençons pas à dire les policiers sont des assassins, quoi. Enfin. On va parler de la situation dans les hôpitaux. Oui, d'actualité. Hier, il y a eu une manifestation assez importante de soignants dans plusieurs villes de France. Première question, comment, à votre avis, on en est arrivé là alors qu'Emmanuel Macron, depuis 5 ans, dit que la santé est une des priorités de ce gouvernement ? 5 ans plus tard, encore des manifestations. Oui, écoutez, c'est la question qu'il faudrait que vous posiez à ceux qui revendiquent d'appartenir à la majorité. Clairement, c'est une situation structurelle majeure. Là, moi, quand je discute avec le personnel soignant, on assiste très clairement, il faut se le dire, à un effondrement de l'hôpital. Un effondrement avec des départs massifs. Et donc, si on n'arrête pas l'hémorragie tout de suite, dans quel état sera l'hôpital ? Comment on fait pour arrêter l'hémorragie ? Le premier élément, c'est de redonner du sens, c'est de redonner de l'humanité. Les soignants vous disent maintenant, on parle entre collègues avec des textos pour dire tiens, dans le service d'à côté, pour machin, etc. Il n'y a plus cette communauté humaine qui était au service de la santé et du soin et du malade. Donc il y a déjà ça. Il y a redonner du sens. Redonner voilà, quand on décide d'être soignant, c'est qu'on aime les autres, c'est qu'on a envie de rendre service à celles et ceux qui sont en situation de fragilité. Donc il faut redonner, bien entendu,
il faut améliorer la rémunération, faire en sorte qu'on redonne à ces métiers de l'attractivité. Et puis ensuite, il y a toutes les solutions qu'on connaît. C'est comment on intègre l'articulation entre la médecine de ville et les urgences, comment entre les urgences et les services hospitaliers, comment on augmente assez massivement les effectifs. Je prends ma région, j'ai décidé d'augmenter de 800 le nombre de formations d'infirmières et d'éducateurs spécialisés. J'ai décidé d'augmenter de plusieurs centaines les formations d'aides-soignants. Mais tout est à reprendre jusqu'au début. Je suis, moi, région, obligé de financer les instituts de formation de soins infirmiers. C'est-à-dire que je suis en train de reconstruire les instituts de formation de soins infirmiers dont je n'ai pas la responsabilité, tellement ils sont dans un état lamentable. C'est-à-dire que quand vous dites à un jeune allez faire ce métier, la première expression de la nation à l'égard de ce métier, c'est d'avoir des établissements qui sont dans un état absolument lamentable, dans lequel vous dites, mais comment puis-je avoir, comment peut-on me dire que j'ai un beau métier quand on me met déjà des structures de formation qui sont dans un état absolument lamentable. J'ai mis 50 millions d'euros dans la région. Bon, donc il faut, on va dire, je suis la seule région française à avoir mis de l'argent au Ségur de la santé. Nous avons mis quasiment autant que l'État, 200 millions d'euros quand l'État met 240 millions dans la région. Je vais donc dans chaque structure hospitalière. À l'hôpital de Lisieux, qui est un des grands hôpitaux de la région Normandie, vous avez du Chatterton dans le service, dans les services pour éviter que la flotte ne soit dans les chambres. Il y a des hôpitaux dans lesquels vous avez une douche par étage. Vous avez des hôpitaux dont l'état est comparable à ceux des pays les plus pauvres, des pays d'Europe centrale, orientale. Bon, n'insultez personne. Bon. Emmanuel Macron a proposé une mission flash. Et qu'est-ce qui empêchait de le faire depuis des années ? Est-ce que c'est utile, Écoutez, la mission flash, c'est pas dire le diagnostic, tout le monde le connaît, il faut arrêter de se raconter des histoires. Le seul problème, c'est qu'on va être durant l'été avec des tas de services qui vont fermer. Parce qu'il n'y a pas de... Je vois bien en Normandie, il y a des tas de services d'urgence qui ont déjà été malheureusement fermés l'année dernière, et on est face à un tel sous-effectif que le risque, c'est d'avoir énormément de services qui ferment durant l'été. Et donc, j'imagine que la mission flash, c'est de faire en sorte que dans chaque hôpital, on essaie de trouver la solution pour tenir durant l'été. Voilà. Bon. Mais c'est pas ça dont on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est qu'il y ait des mesures de revalorisation, de transformation du modèle hospitalier, revoir la tarification à l'activité, etc., etc. Bon. Sur le pouvoir d'achat, préoccupation là aussi majeure des Français, Elisabeth Borne a annoncé hier qu'une aide serait versée à la rentrée pour les ménages les plus modestes afin de faire face à la hausse générale des prix. Est-ce que vous saluez cette mesure et est-ce que le fait qu'elle soit ciblée, cette réponse ciblée est la bonne pour vous ? Oui, enfin, sauf que quand elle a dit ça, elle n'a rien dit, quoi. D'ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est l'absence de sens, de souffle, de vision du pays à 5 ans. Je veux dire, j'ai jamais vu ça, quoi. Enfin, on est quand même, là, il n'y avait pas besoin on est quand même un truc qui est incroyable. C'est qu'on a un président de la République qui fait une interview où on n'en tire rien. On a un Premier ministre qui est inexistant. Mais derrière tout ça, il y a un sujet très simple, hein. C'est la composition d'un gouvernement. C'est pas un gouvernement. C'est quoi ? Ce sont des conseillers techniques. C'est un cabinet, c'est le cabinet du président. C'est rien d'autre. Et regardez la composition de ce gouvernement, c'est assez incroyable. J'ai fait cet exercice. Est-ce qu'il y a une figure ou un élu de Bretagne ? Pas un, depuis Jean-Yves Le Drian est reparti. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Nouvelle-Aquitaine ou d'Occitanie ? C'est vrai que c'est des régions qui ne comptent pas du tout. En France, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, l'industrie de défense, l'industrie aéronautique. Pas un. Vous dites, en Provence, Alpes-Côte d'Azur, il doit y en avoir, puisqu'il y a eu tous les grands féodaux de Provence, Alpes-Côte d'Azur qui ont rejoint Emmanuel Macron. Pas un. Vous remontez en Bourgogne, pas un. Vous allez en Grand Est, l'Alsace, la Lorraine, pas un. C'est donc un cabinet, c'est un gouvernement de l'entre-soi, avec des polytechniciens et des énarques et des polytechniciens, tous franciliens. Alors, le gouvernement de la France, c'est en effet pas le gouvernement des provinces, mais la situation, c'est bon d'avoir des élus qui soient réellement des hommes politiques, parce que c'est un métier, qu'on est meilleur à 50 ans qu'on l'est à 35, et c'est bon d'avoir... Il y en a quand même. Il y a Gérald Darmanin, il y en a combien ? On a quand même une ministre du Logement qui a expliqué que le pavillon et la maison individuelle, c'était fini. Enfin, quand on est capable de dire de telles conneries, pardon de le dire, ça prouve à quel point vous ne connaissez pas la France. Et l'Ariège, la Manche, les Vosges,
La Seine-Saint-Denis, les problèmes ne sont pas les mêmes. Voilà. Et justement, dans cette interview où vous dites on n'apprend rien, il propose une nouvelle méthode qui est d'associer les élus locaux, les syndicats. Le pouvoir d'achat, la première chose qu'il faut faire, c'est réduire massivement les cotisations sociales pour faire en sorte que celles et ceux qui travaillent puissent gagner mieux leur vie. C'est la première mesure. Après qu'il y ait des mesures pour des personnes et des situations qui sont particulières liées à tel ou tel... mais là, ça peut-être pour les plus modestes face à l'inflation, c'est une bonne chose quand même. Oui, d'accord, mais c'est pas que ça. Il faut faire en sorte qu'on revalorise le travail, que ceux qui aillent bosser puissent bosser avec le sentiment qu'ils gagnent correctement leur vie. Or, aujourd'hui, on a des compatriotes qui se disent « Je me lève tous les matins pour 1400 balles ou 1300 balles par mois et moi, j'ai envie de mieux gagner ma vie. » Pour vous, il ne fallait pas une aide ponctuelle, là, face à cette montée des prix qui, on l'espère, peut-être, mais d'abord, il faut massivement faire en sorte que nos compatriotes qui vont bosser tous les matins gagnent correctement leur vie. Sur la nouvelle méthode, justement, qu'est-ce que vous en pensez, cette idée présentée par Emmanuel Macron à la presse quotidienne régionale samedi, d'associer les syndicats, les associations, les élus locaux, des Français tirés au sort, pour parler des grands sujets. Je serai à votre place, je ferai un article dans votre journal en disant « mais il nous l'a déjà fait combien de fois cette histoire ?» Pour vous, c'est la même chose que le grand débat, gilet jaune, que la convention les tirages au sort, etc. Enfin, et ça ne faut arrêter. Pas plus. Et je rappelle qu'en plus de ça, derrière ça, c'est l'expression, grosso modo, de considérer que le Parlement ne sert à rien. Quoi. Enfin, il y en a des députés qui sont élus, mais on dit, bon, vous êtes élu, vous sortez de quelques mois de campagne électorale. En général, quand on sort de campagne électorale, on est plus intelligent parce qu'on s'est imprégné des tensions et des problématiques du pays. Et on leur dit, écoutez, bon... Vous avez échangé, vous, avec Elisabeth Borne, avec la nouvelle mais je la connais très bien, parce que quand j'étais président de région de France, nous avons fait la loi sur la mobilité. J'ai aucun problème, elle a une compétence technique évidente. Mais là, depuis qu'elle est Première ministre, est-ce qu'elle a parlé avec vous, président de région ? Non, elle se présente dans ma région, comme vous le savez. Elle a été parachutée dans une circonscription du Calvados. Mais non, on n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, mais on aura... Vous souhaitez le faire ? Je pense que Carole Delga, qui est à l'heure actuelle présidente de la région de France, a déjà eu une conversation avec elle. Et je crois qu'il est prévu qu'on se voit assez rapidement pour évoquer les sujets qui sont des sujets extrêmement importants pour les régions dans les prochains mois, et la France. Justement, vous avez souvent dit qu'il faut que les élus locaux soient mieux associés à la politique du gouvernement. Est-ce que cette nouvelle méthode, ce n'est pas une manière d'associer les élus locaux ? Non, ce dont on a besoin, c'est d'un grand vent de liberté locale, c'est un grand vent de décentralisation, c'est un grand vent de régionalisation, de faire comme tous les autres pays européens, en fait. C'est aussi simple que ça. La transformation, la bureaucratie, la transformation du pays, sa capacité à être réactif, d'innover, de porter des solutions de proximité, elle se fera si on croit, si on a confiance dans les collectivités locales. Moi, en tant que président de région, je crée un dispositif qui vient au secours des entreprises fondamentalement saines, mais qui ont des problématiques de trésorerie, parce qu'ils n'ont pas été payés par un client, parce qu'il y a un marché à l'export qui s'est tari. J'ai sauvé 535 entreprises en Normandie, représentant 15 000 emplois. 85% d'entre elles sont encore en vie 3 ans plus tard. Mais ce genre de solution, ça n'est possible que si ça se fait local. Ça veut dire que si vous êtes convié dans le cadre de ce Conseil national de la refondation, vous n'irez pas ? Si, j'irai bien entendu. Je ne vais pas refuser, mais je ne crois absolument pas au tour de passe-passe. En plus, vous avez bien vu qu'au CNR, enfin bon, bref, c'est quand même c'est de la com avec des câbles comme ça, quoi. Un dernier mot sur les collectivités, sur la question des finances, puisque ça aussi, ça fait partie de vos revendications. Est-ce que vous redoutez une contribution accrue des collectivités, puisqu'Emmanuel Macron a dit qu'il fallait résorber la question de la dette, du déficit. Laurent Saint-Martin, qui était le rapporteur général du budget jusqu'à maintenant, parlait d'une limitation des dépenses à hauteur de 10 milliards pour les collectivités. Est-ce que vous craignez un retour des contrats de Cahors, par exemple ? Écoutez, je veux dire, les seuls, si on regarde les comptes des administrations publiques, les seules structures qui ont réduit les déficits et l'endettement, ce sont les collectivités locales. Donc elles sont gérées sérieusement, solidement. La question qui va se poser très rapidement, c'est que si vous prenez cette mesure-là, vous n'aurez plus aucun investissement local. Avec la hausse des coûts, la hausse des marchés, où on voit beaucoup de collectivités aujourd'hui renoncer, reporter à des projets, si en plus de ça vous les asséchez, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que l'économie va encore un peu plus s'arrêter.
Dernier point sur les annonces d'Emmanuel Macron faites samedi matin. La réforme des retraites qui aboutirait en 2023, c'est un bon timing pour vous? Écoutez, ça laisse le temps, la place à la discussion. Il lance des trucs, on ne sait même pas à quoi ça correspond, quoi. Enfin, on a eu une campagne présidentielle qui a été totalement sabordée de sa volonté. Il a commencé à expliquer 65, puis 64, puis... voilà, donc là, il lance quelque chose. Je ne peux pas croire à quelqu'un qui, globalement, n'a rien dit de sérieux, solide, construit sur aucun projet. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, on va être avec un risque démocratique absolument majeur. D'un côté, des mélenchonistes haineux à l'Assemblée nationale, en résonance avec une partie du pays qui conteste clairement le modèle de l'économie sociale de marché. Et donc la question démocratique dans le pays risque d'être un vrai sujet. Et notamment au moment de la réforme des retraites. Mais est-ce que ces législatives ne vont pas se résumer finalement en un affrontement entre la majorité présidentielle et les candidats de Jean-Luc Mélenchon? Non, parce que moi, je disais à votre consoeur à l'instant que quand je vais soutenir mes candidats aux législatives en Normandie, je suis aujourd'hui convaincu que nous aurons plus de candidats de la droite et du centre élus que nous n'en avons eu en 2017. On a un très bon accueil. Les gens ont bien compris qu'il fallait que l'Assemblée nationale représente la France avec des députés enracinés. On a eu des députés marcheurs qui ont été, pendant 5 ans, aux abonnés totalement absents. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça, quoi. Des députés qui ne sont absolument pas occupés de leur territoire, de leur circonscription, de la relation avec les élus locaux, faisant même pas l'effort de tenir des permanences, c'est-à-dire de ne pas respecter ceux qui leur ont fait confiance. Donc vous pensez que vous aurez plus d'une centaine de députés? Je sais pas combien on en aura, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en Normandie, on en aura plus en 2022 qu'on en avait en 2010. Vous ne craignez pas que le front anti-Mélenchon favorise justement les candidats de La République En Marche? C'est ce qu'eux ressentent en tous les cas. C'est peut-être le jeu que joue la majorité présidentielle, parce que le meilleur épouvantail, c'est celui-ci. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'Emmanuel Macron ait tous les pouvoirs. Et que pour ça, il faut l'obliger à dialoguer. Vous savez, il y a François Mitterrand qui avait une très jolie formule en 2008 où il avait dit « Ça n'est pas bon pour la France quand un seul parti a tous les pouvoirs ». Eh bien, je dis aux Français, c'est la même chose. Il faut obliger le pouvoir au dialogue, à la discussion et à la construction de solutions qui soient des solutions de bon sens. Les Républicains ne donneront pas de consigne de vote s'il y a des duels, notamment entre la majorité présidentielle et la NUP. Vous, est-ce que vous en donnerez ? Ou est-ce que pour vous, majorité présidentielle et NUP, c'est la même chose? Écoutez, on va d'abord régler le premier tour et après vous m'appellerez le dimanche soir et je vous donnerai ma position. Vous n'avez pas, vous avez dit. Si, je sais très bien, je sais très bien ce que je vais faire, mais chaque chose. Pourquoi ne pas le dire? Mais parce que ça vous donnera le plaisir de me revoir la semaine prochaine. Dernière question, oui, le groupe que vous appelez de vos voeux, est-ce qu'il pourra, si Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée, être sur certains textes force d'appui de la majorité? Il doit l'être. Quand il faut refonder l'école, il faut qu'on soit en capacité de pousser le gouvernement à refonder l'école. Je posais cette question aux écoles d'ingénieurs, aux directeurs des écoles d'ingénieurs de Normandie la semaine dernière. Je leur disais, des enseignants m'ont dit que les petits Ukrainiens étaient meilleurs en maths que les petits Français. Et alors les directeurs des écoles d'ingénieurs m'ont dit, mais Président, c'est pas simplement les petits Ukrainiens qui sont meilleurs que les petits Français. C'est tous les élèves étrangers que nous accueillons dans nos écoles d'ingénieurs qui sont meilleurs. Et même ceux qui ont un bac de pays en général qu'on regarde avec condescendance, type les pays d'Afrique, les pays du Maghreb, etc., ils ont des niveaux de maths nettement supérieurs aux Français. Donc le retour des maths au lycée, c'est une bonne chose. Le retour des maths, mais là encore, on est dans la com. Mais dans la foutaise, c'est une option, 1 heure, 1 heure et demie. C'est pas ça le sujet. Comment un pays comme la France puisse avoir laissé se dégrader autant les mathématiques et ne plus obliger les mathématiques à partir de la première. Quand on veut réindustrialiser un pays, il nous faut des ingénieurs. Et pour ça, il faut faire des maths. Vous faites confiance au nouveau ministre de l'Éducation pour ce chantier ? J'en sais rien, je ne le connais pas. Un dernier mot, Hervé Morin, sur l'avenir, pour le coup, de la droite et du centre. Est-ce que vous redoutez une recomposition à droite, notamment autour d'Édouard Philippe, que vous connaissez bien, puisqu'il est élu de votre région? Est-ce qu'il va séduire une partie de la droite avec l'affaiblissement des Républicains? Vous savez que vous nous aviez expliqué, ou quoi, j'imagine que vous avez dû dire comme tout le monde, que les députés républicains ou de centre-droit allaient massivement rejoindre la Horizon, les autres En Marche. Vous avez vu, il n'y a quasiment eu personne. Bon.
Pour l'instant. Il n'y aura personne après. Pourquoi voudriez-vous qu'après, ces députés ou ces élus... C'est le mouvement qui s'est opéré. Non, ce qu'il faut, c'est que pour nous, c'est-à-dire tout cela, ils sont dans la majorité présidentielle. Ils sont marcheurs. Voilà, après, on est dans la nuance. Bon, pour nous, la question, elle est assez simple. Au lendemain des législatives, c'est d'abord remettre du carburant dans le moteur, c'est-à-dire prendre le temps de la construction d'un projet politique moderne, intégrant les grandes transformations de la société française, ne courant pas derrière l'extrême droite tous les matins et bâtissant quelque chose qui puisse être compris par tous ces Français qui, depuis plusieurs années, s'interrogent sur qui on est. Voilà, c'est ça le sujet. Mais est-ce que du coup, le sujet, ça va être la question de la ligne et de qui va succéder à Christian Jacob aussi? Est-ce que selon la personne et le profil du successeur de Christian Jacob, vous interrogerez sur le fait de rester aux côtés des Républicains? On va d'abord terminer les élections législatives. Après, on aura largement le temps d'évoquer toutes ces questions-là. Mais clairement, la question de la ligne politique, de pouvoir s'adresser à la France qui croit en l'économie sociale de marché, qui, je l'espère, est encore majoritaire aujourd'hui, me semble d'abord et avant tout le sujet. Mais est-ce que si c'est par exemple Laurent Wauquiez qui succède à Christian Jacob, ou cette ligne-là en tout cas, quelqu'un qui incarne cette ligne-là, est-ce que vous poserez des questions? Je ne rentre pas dans ces questions aujourd'hui. D'abord, on a une priorité, c'est les élections législatives. Mais vous poserez quand même des questions sans parler des personnes, Hervé Morin, mais selon la ligne. Est-ce que si c'est une ligne qui est plus à droite, vous verrez... On verra bien ce que disent les uns et les autres. Et on vous réinvitera à ce moment-là. Aussi, c'est vrai, ça fera 2 fois. Ça fera 2 invitations. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Regardez la une de la Dépêche. Christelle, ce sont les législatives. Le compte à rebours, c'est à la une de votre journal. Est-ce que ça marche, les candidats de Carole Delga dans sa région? Droit de réserve. Vous comprenez d'ailleurs ce choix de Carole Delga de soutenir les socialistes contre l'accord de la NUP? Bien sûr. J'espère qu'elle incarnera la voie de la raison, de la laïcité, enfin bref, l'héritage de Blum à Mitterrand. Et de la reconstruction du PS? Écoutez, comment le PS peut tomber si bas, quoi. Merci Hervé Morin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.